Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour, ravi de vous retrouver pour ce téléfoot après une aussi longue absence, un petit peu plus longue que prévu en raison des intempéries, mais ça débute bien puisque cette 23e journée était celle du choc, le choc Nantes-Bordeaux qui avait rempli la Beaujoire à bord. Nous y retrouvons Jean-Michel Larquet qui était notre envoyé spécial. Nantes-Bordeaux, le choc des deux leaders. On attendait beaucoup de ce match, peut-être même un petit peu trop après 6 semaines d'inactivité, avec des Nantais qui vont dès le début dominer territorialement. Mais on va s'apercevoir que les Bordelais sont venus avec un dispositif défensif très au point, mis au point certainement pendant leur tournée au Japon. Et malgré ce débordement de Amis, dans les buts de Bordeaux, Dominique Dropsy ne va pas avoir grand-chose à faire. Du côté de Bordeaux, on ne perd pas son temps. Et à l'occasion de ce match, Jean-Christophe Touvenel, qui jouait arrière latéral gauche, va se trouver en position d'ailier. Et sur ce bon centre, heureusement que le grand Bertrand de Man claque ce ballon en corner. Et comme on est jamais prophète en son pays, Thierry Tussaud, qui est passé du côté bordelais depuis 3 saisons, décoche un tir qui passe là au ras du poteau de Bertrand de Man. Et sur cette énorme erreur, Bibard-Bossis, c'est Dieter Müller qui récupère le ballon. On va revoir cette action au ralenti, une ouverture de Giresse et une mésentente étonnante et grave à ce niveau de la compétition entre deux internationaux. Bibard, je la prends, tu la prends. Bossis, Bibard, Bossis, personne ne la prend. C'est Dieter Müller qui passe dans le dos des deux défenseurs et malgré un dernier effort de Michel Bibard, Dieter Müller glisse ce ballon au fond des buts de Bertrand de Man. Vous le savez sans doute, ce sera le seul but de ce match. Dominique Dropsy qui manque un petit peu son dégagement en début de deuxième période et des Nantais qui vont faire le forcing, qui vont harceler la défense bordelaise avec ici une tête de Ali Lozic, mais une défense bordelaise impressionnante et qui n'hésite pas à prendre des risques offensifs. Encore Touvenel pour son capitaine Alain Giresse. Et toujours Bordeaux, à l'occasion de cette deuxième mi-temps, Thierry Tussaud en position excentrée manque son tir croisé. Il aurait peut-être pu choisir le centre en retrait. Nantes va tout essayer en fin de match, notamment par l'intermédiaire de José Touré, très bon hier, un tir de loin. Et puis José Touré va se retrouver bien malheureux. Il va manquer la balle de match à quelques minutes de la fin. C'est l'image de l'impuissance nantaise. On attendait beaucoup de la division offensive de Nantes. Elle a déçu, un petit peu à l'image de son avant-centre et meilleur buteur Ali Lozic, alors qu'ici on voit Dieter Müller. Et Frédéric Jaillant vous propose de suivre justement le duel Ali Lozic-Specht. J'ai rendez-vous avec vous. Ce rendez-vous dont parle Léonard Specht, le stoppeur de Bordeaux, c'est bien sûr celui qu'il avait hier soir avec Ali Lozic. 18 buts en 21 matchs et sur les 37 marqués jusqu'alors par Nantes, le Yougoslave était l'ennemi numéro 1 pour les Bordelais. La raison pour laquelle Specht n'a pas quitté Ali Lozic d'une semelle, il la lui a joué sur un air bien connu. Ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas. Évidemment, autre genre de refrain pour Ali Lozic. Je veux vivre tout seul. La reprise de la deuxième période maintenant. Conseil de Touvenel à Specht. Tu le laisses s'il est à côté de moi, s'il est dans mon dos, tu le gardes. C'est évidemment d'Ali Lozic qu'il s'agit. De bons conseils apparemment, puisqu'en deuxième période, comme en première, le Yougoslave ne marquera finalement pas le moindre but. Hier soir, c'est Specht qui a gagné. Tout ce qui s'est passé, ça fait partie du jeu. Ali Lozic est un gagneur. Et puis quand il est un peu marqué de près, il s'énerve un peu. Mais je crois que ce soir, tout s'est très bien passé. Vous ne lui en voulez pas? Absolument pas, ça fait partie du métier. Un métier dans lequel, vous avez compris pourquoi, on finit par bien se connaître. Tu connais bien mes habitudes, je connais bien ta solitude. Nous sommes en somme un vieux couple
Leonard Specht, qui, vous le savez, avait dû renoncer au tout dernier moment à la sélection pour France RDA, mais qui, j'ai bien l'impression, sera candidat au match de l'équipe de France du printemps. Une information, Guy Roux, l'entraîneur auxerrois, vient de nous téléphoner pour nous dire qu'il avait obtenu gain de cause. Sa réclamation a été bien reçue par la commission des terrains de la Coupe de France. Le match entre Metz, le tenant, et Auxerre aura bien loué à Paris, au Parc des Princes, le dimanche 10 février à 16 h. 10 février à 16 h au Parc des Princes, donc Metz-Auxerre, un match qui devrait remplir le Parc des Princes. En ce qui concerne les stades, nouveau et somptueux stade à Monaco, le nouveau stade Louis II, et bien sûr Didier Roustan sur place pour nous le faire visiter. Le nouveau stade Louis II, le voici. Vous voulez le voir d'hélicoptère, regardez. Non, là c'est vu d'un escabeau, mais c'est une maquette évidemment, mais Jean-Jacques Michal n'a pas le vertige, et cette fois il se trouve bien dans l'hélico. De l'extérieur, vous le voyez, c'est très joli, mais rassurez-vous, c'est pas mal non plus de l'intérieur. C'est appréciable. La pelouse se trouve 13 mètres au-dessus du niveau de la mer, mais que se passe-t-il entre le terrain? Eh bien, tout ce qui touche au sport, bien entendu, vous avez vu que le stade Louis II d'ailleurs n'était pas très loin, d'une superbe salle omnisport qui peut contenir 3700 personnes, à une piscine olympique, passant évidemment par une multitude de salles pour pratiquer pratiquement tous les sports. Là, je match, mais n'applaudissez pas, il s'agit d'un panneau minime. Enfin, on fait ce que l'on peut. Vous vous en doutez, il y a tous les vestiaires possibles et inimaginables, celui de Monaco par exemple, la piscine, le sauna, enfin tout pour préparer une compétition dans les meilleures conditions possibles. Le stade de football, vous allez le voir, là nous sommes encore dans les vestiaires puisque c'est cela qui nous intéresse plus particulièrement. Je vous rappelle que nous avons une émission de football, Téléfootin, donc 20 000 places, une piste d'athlétisme. Mais contrairement à ce que l'on pouvait imaginer, eh bien, nous ne sommes pas trop loin des joueurs. Cela aussi, c'est important. Les journalistes venus du monde entier prennent leurs notes et attendent sagement son Altesse Sérénissime, le prince Régnier. Le palais n'est pas très loin non plus, c'est pratique. Vendredi, 16h30, la princesse Caroline et le prince Albert sont également présents. Son Altesse Sérénissime, le prince Régnier et ses collaborateurs ont visé haut, mais on semble-t-il visé juste. Cette petite merveille a coûté 60 milliards de centimes, mais cela n'a rien d'alarmant quand on connaît le prix de certains complexes pourtant moins importants. Les sportifs monégasques ont en tout cas à leur disposition un instrument de travail vraiment fabuleux. Ils n'auront plus d'excuses s'ils font de mauvais résultats. Alors il fallait commencer par un bon. Et bien c'est assez bien parti puisque Monaco, vous le savez, s'est imposé devant Lens 3 buts à 0. Mais cela a été beaucoup plus difficile que ne l'indique le score. Ici des Monégasques en action, toujours en rouge et blanc évidemment. Et Lens qui concède un corner par Zaramba à la suite d'une action Gingini-Bijota. Et à la suite de ce corner tiré par Bruno Bellone, nous sommes en tout début de partie pratiquement. Et bien Stojkovic envoie le ballon sur la transversale. Les Lensois sont très rapides en contre-attaque, assez bien organisés au milieu de terrain. Et ils vont poser bien des problèmes à Philippe Anziani et Gingini et Bijota, là, qui ne s'entendent pas vraiment sur ce 1-2. Et sur l'une des contre-attaques, vous voyez Brisson, une transversale de 40 bons mètres, trouve Vercuis qui déborde bien Ettori, puis elle est revenue sur la ligne. Il aurait mis la main si ce ballon était mieux cadré. Donc une transversale à un poteau et tout est possible dans ce match, même si c'est Monaco, je vous l'ai dit, qui fait l'essentiel du jeu avec Bravo, Anziani et finalement Bruno Bellone. Cela à la 42e minute, donc à la mi-temps 0-0. Donc tout s'est passé en deuxième période. Nous y voici dans quelques secondes avec encore un corner de Bellone. Bravo était un peu court, ce n'est pas terminé. Benoît qui relance très bien, alors que Lens était parti pour jouer le hors-jeu. Liégeon est parti de derrière, mais Gaëtan Huard est très bien sorti, il a éclairé le coup dans ce genre d'action ou de système de jeu. En tout cas, il faut que le gardien de but, vous le savez, soit en quelque sorte le libéraux et anticipe énormément les contre-attaques. Cette déviation de la tête superbe et Ramos qui veut piquer son ballon pour lober Ettori, mais alors là c'est complètement raté. Vous voyez que tout cela ne tient pas à grand chose. Lens pouvait très bien mener à la suite de ces actions 1-0 et finalement à la 72e minute, eh bien Monaco va ouvrir la marque sur une action quelque peu litigieuse. Vous allez le voir, Zaramba et Anziani qui, semble-t-il, en rajoutent beaucoup. C'est encore plus net au ralenti. S'il avait voulu, il me semble qu'il aurait pu garder parfaitement son équilibre. En tout cas, M. Biguet accorde un pénalty au Monégasque. Et premier but donc sur cette pelouse et dans ce nouveau complexe, marqué par Bernard Gingini, 1-0. À partir de là, Monaco, évidemment, se sent beaucoup mieux, beaucoup moins crispé. Bijota pour Bravo, c'est superbe cette talonnade pour Liégeon en pleine course et Anziani qui a bien flairé le coup
bien anticipé aussi au moment du tir de Liégeon. Cela fait 2-0. Et vous savez qu'il y aura un troisième but à la 74e minute, toujours marqué par Philippe Anziani, qui se reprend bien dans cette deuxième partie de championnat. On attendait beaucoup de lui. Il n'a pas marqué vraiment souvent. En tout cas, cette fois, cela semble bien parti. À la suite de ce centre de Bellone, encore Anziani en embuscade. Score final 3-0. C'était le premier match sur cette pelouse et on est encore un petit peu en période de rodage, ce qui explique cette petite erreur sur le tableau électronique. 30-0, ça fait beaucoup. 0-0, c'est pas ça non plus. C'était 3-0. Et maintenant, Toulon. Toulon-Bastia avec 7000 spectateurs à Mayol pour voir les Toulonnais commencer l'année 85 comme ils ont terminé celle de 84 et ils ont bien failli marquer un premier but très rapidement sur cette action. C'est Bénédé malheureusement pour lui qui tire sur le petit filet. C'était à la première minute, c'était donc bien parti, mais les Bastiais qui n'ont pas disputé le moindre match pendant la trêve vont tout de même bien réagir sur ce tir de Ferrigno. En fait, ça permet surtout à Olmeta de réussir un bel arrêt. On joue maintenant la 8e minute, le début de la 8e minute et tout va aller très vite. Tir de Ricor, arrêt de Mlinarzik qui va relancer rapidement. Malheureusement pour lui, la balle va être contrée et c'est Nkuka qui récupère ce ballon. Grand pont sur Solsona, il lève la tête, il a vu Delio Onis, un centre, c'est parfait. Et Delio, lui, eh bien, il met la tête au fond, 1-0 pour Toulon. C'est remarquable, c'est le 10e but marqué par Delio Onis qui va avoir 37 ans au printemps, pas mal. 391e marqué aussi depuis qu'il joue en France. Mais c'est vrai qu'au départ, il y a quand même un très très beau travail de Martin Nkuka. Un vrai caviar donc pour Delio Onis. Malheureusement pour Delio, la suite va être moins brillante pour lui puisqu'il va avoir 3 occasions dans cette première mi-temps de marquer et à chaque fois il va lui manquer un petit peu quelque chose. Là c'est de la chance qui lui manque puisque c'est du talon que Mlinarzik met cette balle en corner. Sur ce corner, Mlinarzik et Onis refont connaissance. C'est encore Onis qui récupère le ballon et qui la met sur le petit filet. Et oui, vraiment, c'est pas de chance. Paganelli le réconforte. Il va lui donner d'ailleurs l'occasion de marquer un deuxième but à la suite de ce 1-2. Paganelli, Onis. Paganelli, Onis. Malheureusement, Delio l'a visé un petit peu haut et la balle passe au-dessus. Bastia va tout de même avoir une occasion d'égaliser en deuxième période sur ce contre. C'est Moisan qui alerte Ferrigno. Ferrigno qui va réussir un beau petit travail. Il va passer Boissier, il le passe, mais Olmeta est bien sorti.